un autre problème. Mais retenez votre Oui, souffle, William Corbatly. Nous allons entendre un autre point de vue. Peut-être qu'il y aura des endroits où ça se recoupera. Peut-être qu'il y aura divergence. On a juste à dire Frédéric Bérard. On sait qu'il y aura déjà des divergences sur quelque chose. De toute façon, je vous taquine, Frédéric Bérard. C'est Nick Payne ici, au micro. Comment allez-vous? Salut Nick Payne ici, ça va très bien vous-même. Oui, merci. Salut Fred. Merci d'être avec nous. Vous là, Frédéric Bérard. J'ai entendu Bill sur la péréquation. Je veux déjà être divergent. Est-ce que c'est possible? Ah, mais impossible, c'est interdit. Mais allez-y quand même. Oui. Parlez-nous de la péréquation verte d'Yves-François Blanchet. Je sais que vous êtes un des fans d'Yves-François Blanchet, surtout le ministre de l'Environnement, n'est-ce pas? Aïe, Blanchet, en tout cas, Blanchet nous prend pour des bozos. Visiblement, ça a fonctionné, mais on verra combien de temps ça durera. Non, mais je vais revenir sur ce que disait Bill en rapport à l'Ouest, parce que ce sujet-là est ultra épineux, il est chaud, il est brûlant, il est complexe aussi. Évidemment, il est instrumentalisé de manière politique de part et d'autre, et c'est dommage. Quand on parle de l'Ouest canadien, vous aviez raison, Nick, de dire que le père Trudeau ou Trudeau-père, là, avec son ministre Marc Lalonde, qui était alors ministre de l'Énergie, avait adopté une politique nationale. Et dans l'Ouest canadien, on avait mis des espèces d'affiches ou des posters sur les plaques de char et on disait Let those bastards freeze in the dark en disant essentiellement aux Québécois, aux Ontariens, c'est pas à vous, c'est à nous. Bon, bref. Mais pour venir précisément sur la question de la péréquation, il y a quelque chose qui est important de dire. Bill a raison de préciser que la péréquation, elle est constitutionnalisée, sauf qu'elle est seulement depuis 1982, même si la pratique avait débuté depuis 57. Oui, puis on module le calcul aussi, hein? Ça change avec le temps aussi. C'est ça que j'allais dire. La question de savoir qui paiera quoi, en quelque sorte, quels seront les facteurs à considérer, ça, c'est le fédéral qui le détermine. Rappelez-vous l'espèce de chicane épique qu'il y avait eu avec Danny Williams, l'ancien premier ministre de Terre-Neuve, à savoir si certains revenus de ressources naturelles, dont le pétrole de Terre-Neuve, il venait tout juste de le découvrir, allaient être considérés ou pas dans le calcul. Mm-hmm. Si on le considérait, ça faisait en sorte que Terre-Neuve était exclue en quelque sorte des paiements de péréquation. Donc ici, en quelque sorte, c'est un petit peu la même mécanique. Le fédéral, oui, doit respecter le concept de péréquation, mais il reste drôlement mettre à bord là, en ce qui est de déterminer qu'est-ce qui va être considéré ou pas. Alors, partant de cette perspective-là, est-ce que, selon vous, Frédéric Bérard, c'est un sujet qui est connexe quand même à l'élection, là, même si on avance un peu sur la péréquation puis l'aliénation de l'Ouest, est-ce que les gens de ces provinces-là ont raison de se sentir traités injustement, notamment en vertu de ce programme-là de péréquation? Est-ce que c'est vrai que c'est l'argent de l'Alberta qui finance les programmes sociaux du Québec, finalement? C'est sûr que votre dernière assertion est un peu carrée, je pense que vous le savez comme moi, mais je dirais pas que c'est ce pétrole-là qui finance les programmes sociaux du Québec. La réalité est beaucoup plus nuancée. Ce qui est vrai, par contre, c'est qu'il y a une partie appréciable du pétrole albertain qui est considérée, si je peux dire, et qui donc, par conséquent, là, est versée aux autres provinces, à certaines autres provinces, en fait, directement ou indirectement. Et moi, j'essaie toujours, dans ce genre de truc-là, parce que je suis pas très, comment je dirais, j'ai pas l'épiderme très sensible d'un point de vue nationaliste, comme vous le savez. J'essaie toujours de me mettre un peu dans la peau de l'autre personne. Si c'était nous, au Québec, qui produisait autant de pétrole, du pétrole sale, on ne se le cachera pas, le sable bitumineux, c'est considéré comme étant parmi les modes de production les plus polluants au monde. Si c'était nous qui faisions ça depuis, je sais pas moi, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans... Ben là-bas, ça fait partie de l'identité locale, littéralement. C'est dans la culture, c'est au cœur de ce qu'ils sont, en fait. Oui, tout à fait. Et mettons-nous à leur place et prenons pour acquis que nous ne recevons pas de péréquation depuis X décennies, alors que d'autres provinces qui nous lancent des roches, eux, en profitent directement ou indirectement. Est-ce que c'est l'Alberta qui paie pour les programmes sociaux du Québec? Bien sûr que non. Mais est-ce que cet argent-là vient contribuer en quelque sorte? Bien sûr que oui. Donc, tout ça pour dire, comment on prendrait ça, nous, ces attaques-là? Est-ce qu'on ne prendrait pas un peu personnel? Moi, j'ai des gros doutes là-dessus. Maintenant, la nuance que je veux apporter à ce que je viens d'avancer,
c'est que l'Alberta a agi de manière un peu stupide, notamment à la fin des années 90 et début 2000, avec Ross Klein. Ils ont considéré que le pétrole était une ressource à toute fin inépuisable, puis il n'y aurait aucun problème avec ça. Ils ont baissé les impôts provinciaux de manière drastique, à un point tel où il n'y en avait pratiquement plus à une certaine époque. Et donc, ils n'ont pas réfléchi à une espèce de transition éventuelle de ce que pourrait être, de ce que devraient être les modes de production énergétique dans la province. Ce qui fait donc en sorte qu'aujourd'hui, en 2019, ils se retrouvent dans une situation qui est très, très, très délicate parce qu'on sait que leur pétrole est ultra polluant, il est sale. En même temps, comme vous l'expliquez, il y a un mode de vie qui est autour de ça. Culturellement parlant, on s'y rattache. Et c'est pas pour rien que quand Greta Thunberg est débarquée, il y a eu des manifestations assez importantes. Merci. C'est un peu comme si elle venait leur dire, votre économie devrait se foutre le camp. Donc, évidemment que c'est difficile pour eux de le prendre. Mais d'un autre côté, c'était quand même à eux de prendre les mesures nécessaires pour prévoir le coût, ce qu'ils n'ont pas fait. Et est-ce que nous, on l'aurait fait au Québec dans leur situation? Franchement, j'en doute. Maintenant, là, l'humanité est en tout cas, la Norvège l'a fait, par exemple. On peut imaginer que d'autres endroits auraient peut-être pu être un peu plus prévoyants, moins se mettre tous leurs œufs dans le panier du pétrole, mais bon, peut-être aussi que c'est humain d'aller du côté facile. C'était très payant. Bon. Je suis content que vous parliez de la Norvège. Vous avez absolument raison. Cela dit, la Norvège a d'autres modes de production énergétique et ça depuis longtemps. Là. C'est un bonus, si on peut dire, le pétrole dans ce cas-ci. Ils ont décidé de mettre la hache là-dedans ou d'empêcher, et ce qui est tout à fait noble. Mais est-ce que nous, au Québec, on aurait ce réflexe-là? Avoir validé le gouvernement caquiste depuis un an, là, j'attends toujours une première mesure environnementale. Là, ce que je sais, c'est qu'on a le troisième lien, c'est qu'on a le gazoduc au Saguenay. Et puis, dans le programme caquiste d'octobre 2018, là, si vous regardez bien, le mot environnement ne figure même pas, ce qui n'a pas empêché d'avoir 75 députés caquistes. Donc, est-ce qu'on est si vert que ça au Québec? Franchement, je pense qu'il y a certains haut-parleurs qui le sont. J'imagine que j'en fais partie en quelque sorte. Mais pour le reste, est-ce que la population québécoise est beaucoup plus verte au prorata qu'ailleurs au Canada? Je pense qu'on aime bien se le dire parce que ça fait chic dans des petits 5 à 7, mais au-delà de ça, là, je ne suis pas si certain. Alors, fermons la boucle sur la question de l'Ouest et de l'environnement. On fera une émission complète là-dessus, sans doute. Si on ira peut-être... On se déplacera en Alberta, vous et moi, pour être sur le terrain. Ils nous attendent avec beaucoup d'enthousiasme. Une brique et puis un fanal au gaz. Hein? Revenons à cette élection, parce qu'on ne l'a jamais vraiment quitté. De toute façon, cette dynamique-là, en ce qui regarde l'aliénation de l'Ouest canadien, était au cœur quand même du résultat électoral. Je vous repose, Frédéric Bérard, la même question que j'ai posée à William Corbatly. Est-ce que quelques semaines avant le début de la campagne électorale, vous imaginiez qu'on se retrouverait aujourd'hui avec un gouvernement libéral minoritaire? Ma foi, sinon faible techniquement du fait de la dynamique du nouveau Parlement, mais en tout cas faible en ce qui a trait au suffrage exprimé, puisque c'est un record historique, semble-t-il, un taux de vote de 33% pour un gouvernement qui exercera le pouvoir au Canada. On a deux choses en rapport à ça. Le gouvernement libéral minoritaire, ça, c'était relativement facile. En tout cas, c'était relativement prévisible, disons-le, selon les sondages et selon les experts, dont je ne suis pas. Non, ben là, nous, on vous appelait, on pensait que vous étiez un expert. Là, on va raccrocher tout de suite. Je suis expert en une chose, c'est la transparence. Alors, je vous dis franchement que je ne suis pas un expert en prédiction électorale. Voilà. Puis je pense qu'il y en a plusieurs qui s'affublent de ce titre-là. Franchement, c'est plus comme aller jouer au poker, là, d'essayer de prévoir ce qui va se passer, soyons honnêtes. Mais pour le reste... Ce qui est surprenant, en quelque sorte, et ce qui est une vraie claque au visage de Trudeau, c'est le suffrage obtenu. Qu'un parti conservateur mené par Andrew Scheer, qui, disons-le, a été, mais franchement, mauvais de chez mauvais. Ils l'ont dit, oui, au Québec, il a été mauvais. Il n'a pas été mauvais au Québec, il a été mauvais tout court. Là. Je veux dire, à aucun endroit, il a réussi à susciter. Là, vous allez me dire, oui, l'Alberta. Mais oui, l'Alberta de la Saskatchewan, c'est déjà acquis au Parti conservateur, là, sauf des grenailles à gauche et à droite. Donc, Trudeau, il ne faut pas oublier, hein, il a fait seulement un mandat, là, Justin Trudeau. Il y a eu une longue lutte de miel qui s'est terminée lors du voyage en Inde. Mais est-ce que c'est fréquent, ça, au Canada, qu'après un mandat... Ben, pas tant que ça.
reçoive une telle claque au visage. C'est arrivé ici et là. Son père, d'ailleurs, c'est arrivé en 72. Mais contre Andrew Scheer, il y a vraiment je pense qu'il y a un message. Hein. Les gens ont clairement voté contre Trudeau là, en bonne partie, beaucoup plus qu'ils ont voté pour Scheer, à mon avis. Alors, William Corbett-Lee nous dit que c'est principalement l'effet des questions éthiques. Vous avez parlé du voyage en Inde. Bon, ça, c'est peut-être la question de l'image, mais aussi le voyage chez l'Aga Khan, le dossier Wilson-Raybould, SNC-Lavalin. Quelles sont les raisons, selon vous, qui ont précipité une chute aussi forte, aussi rapide là, pour les libéraux de Justin Trudeau? Moi, je crois pas que ce soit l'éthique, franchement. Si on regarde d'ailleurs toutes les questions de blâme du commissaire, l'affaire de Wilson-Raybould, l'affaire de Aga Khan, les gens, si on regarde les sondages, du moins, là, j'ai pas parlé à l'ensemble des Canadiens, évidemment, là, il y a à peu près qui a vraiment... Ceux qui en ont vraiment fait un cas étaient habituellement des anti-libéraux de toute manière. Moi, j'ai beaucoup plus l'impression que c'est deux choses. C'est le style Justin Trudeau, le style un peu léger, je me déguise, les selfies, les bas de Chewbacca ou encore du G7. Alors, la question de l'authenticité, Mr. Trudeau, you are a phony and a fraud, est-ce que c'est ça qui a le plus porté, comment dire, le caractère un peu faux, un peu fabriqué de l'image là, ou d'ouverture et ainsi de suite? Oui, le côté fraude, ça, je suis pas certain, mais le côté... Je parle évidemment de la ligne là, d'Andrew Scheer qui l'a beaucoup répété. Oui. Parfait. Oui, mais moi, c'est beaucoup plus le volet léger, le volet je me déguise, plus l'autre aspect que j'allais soulever. Il y a une vague de populisme de droite, très, très, d'extrême droite même parfois, malheureusement, très, très, très puissante un peu partout en Occident. Il y a un discours anti-immigration, alors que Trudeau, ça, moi, je vais lui donner ça, a incarné tout à fait l'antithèse de ce courant-là, notamment en rapport aux réfugiés, notamment par rapport aux immigrants et ainsi de suite. Là, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, au moins, il faut donner à Trudeau ce qui lui appartient, c'est que dans ce cas-ci, il s'est tenu debout en rapport à ses propres convictions, qu'on soit d'accord avec elle ou non. Et il y a eu un prix à payer pour ça, selon vous? Ou au contraire, ça a peut-être sauvé les meubles dans les zones urbaines, là où on a beaucoup voté pour lui, à Montréal, à Toronto notamment, à Vancouver. Oui, mais n'oubliez pas que s'il y avait eu une alternative sérieuse, et malheureusement, j'aurais bien aimé, mais Jagmeet Singh n'était pas considéré comme une alternative sérieuse pour prendre le pouvoir. Donc, cette question de vote stratégique, à mon sens, a sauvé les meubles chez Trudeau. Alors que le vote un peu plus libéral, disons mou, là, on aime cette expression-là au Québec apparemment, moi je pense qu'en bonne partie, c'est sauvé de la barque libérale, notamment du fait du populisme, qui est très, très fort. Hein? Puis Trudeau a misé là-dessus. Il est allé, je s'en rappelle, accueillir des réfugiés, Welcome Home, puis des trucs du genre. Et il y en a plusieurs là, que ça a tapé joyeusement sur les nerfs. Parce que n'oubliez pas qu'en 2015... Mais attendez, je veux bien vous suivre. Là, cette attitude de Justin Trudeau avec les migrants et tout, vous voyez ça comme une forme de populisme? Ou vous dites... Non, excusez-moi, je me suis mal exprimé, au contraire. Ça a suscité donc un populisme qui s'est canalisé un peu dans le bloc en ce qui concerne le Québec? Si je le reformule différemment... Non, mais on vous pardonne parce que vous n'êtes pas un expert. J'ai dit que j'étais pas un expert pour plaisir, mais bon, rendu là, hein, ça va me suivre. C'est correct, je suis capable de vivre avec ça. Je vous dirais, M. Payne, que j'ai reçu de bien pires insultes. Une fois qu'on a dit ça, c'est que la posture de Trudeau, c'est l'antithèse du populisme. Ça, à mon avis, c'est clair. Mais il y en a donc plusieurs qui ont embarqué dans ce courant-là, qui disent Trudeau, qu'est-ce que c'est ça? Ouvre nos portes, le 10,5 millions à Omar Khadr, qu'est-ce que c'est ça? Donner notre argent à des terroristes, et ainsi de suite. Ouais. C'est certain que ça lui a fait perdre des votes. Faut pas oublier qu'en 2015, Trudeau a été, puis c'est toujours un peu la question du vote stratégique, a été un peu le prix de consolation parce qu'on voulait se débarrasser d'Harper. Il y a plusieurs personnes qui ont voté contre Harper beaucoup plus que pour Trudeau. Et là, maintenant, c'est à savoir si c'est pas fait faire un peu le même coup du fait de cette vague-là, et je le répète, du populisme, à laquelle il s'est opposé, je pense, à ses propres faits. Parce que pensez-y, ceux qui sont pour l'immigration, façon de parler, qui sont pour les réfugiés, façon de parler, qui sont pour le 10,5 à Khadr, façon de parler aussi, c'est des gens qui votent déjà libéral en très, très grande partie, sauf peut-être quelques votes ici et là pour le NPD. Donc, et au Québec, vous parlez du Bloc. Moi, je pense que oui, il y a plusieurs gens qui ont voté pour le Bloc aujourd'hui, qui avaient voté pour Trudeau en 2015, parce qu'ils étaient jeunes, parce qu'ils étaient cool, l'environnement, hop, là-bas, mais ainsi de suite. Là, finalement, ils ont réalisé que, c'est pas mal léger, cette affaire-là.
et on s'en va voter pour le Bloc demain matin. Parlons-en, finissons avec ça rapidement. Là, vous avez déjà évoqué Jagmeet Singh. Dans son cas, comment analysez-vous les retombées de cette élection? Alors là, on voit bien que c'est évidemment, en termes numériques, le nombre de députés, c'est une autre chute importante pour le NPD. En même temps, on a comme l'impression d'une espèce de victoire morale, comme si on avait prévu encore pire et que finalement, c'est pas si mal. On a vu M. Singh, ça a retenu l'attention beaucoup, danser longuement le soir de l'élection, et des gens qui disaient comment peut-il célébrer une si amère défaite? Alors, est-ce que c'est une défaite amère ou est-ce qu'il y a est-ce que ceux qui voient là une victoire morale dans le sens où on aurait évité le pire, au contraire, ont raison? Je connais un peu Singh pour l'avoir interviewé et tout, et je vous dirais que ce gars-là est de bonne humeur tout le temps. Hein? C'est un jovialiste de la politique, il est heureux, il aime la vie, puis il danse. Je pense qu'il y a eu 0 député qui aurait dansé quand même. Il a trouvé une façon d'être heureux en tout temps. Fait que là-dessus, moi, je me suis pas trop formalisé, connaissant un peu le bonhomme. Pour le reste, je partage entièrement votre hypothèse. Ou même, en fait, à vrai dire, rendu là, c'est plus une conclusion. En effet, que c'est une victoire morale qui est ultra importante. Parce que, regardez aujourd'hui, qui détient la balance du pouvoir à Ottawa? C'est pas le Bloc québécois. On oublie ça. Là. Même Legault a tassé Blanchet, il passe par-dessus aujourd'hui, puis il s'en fiche totalement. Sonia Lebel a envoyé le même message. Le Bloc va zigonner longtemps à Ottawa, à mon avis. Oui, enfin, même si François Legault faisait Bloc, sans mauvais jeu de mots, avec Yves-François Blanchet, reste que c'est beaucoup plus naturel à Ottawa de se tourner vers Jagmeet Singh, qui a suffisamment de sièges pour... Oui, en plus de ça, puis l'autre affaire, tu vas négocier quoi avec le Bloc? Il représente qui, le Bloc, le Québec? À ce compte-là, va négocier directement avec François Legault, puis c'est le message que Legault a voulu envoyer lui-même. Alors, oui, c'est vrai que naturellement, Singh et Trudeau se ressemblent sur plusieurs aspects. Oublions pas, en 2015, les libéraux l'ont joué à gauche, puis ils ont passé en fait à gauche du NPD de Mulcair. En 2019, le NPD a essayé de faire le contraire, c'est-à-dire retourner à gauche alors que les libéraux étaient beaucoup plus au centre. Ça fait en sorte que quand vous regardez leur politique, oui, le NPD est plus à gauche, mais un gars comme Justin Trudeau est lui aussi quand même relativement à gauche. Pas autant évidemment que le NPD, mais pas loin. Et n'oubliez pas le mandat de 72, Nick, où Pierre Trudeau s'était allié avec le NPD d'Ed Broadbent, lui avait même offert des postes de ministre, Broadbent avait refusé, mais ça faisait en sorte quand même qu'il y avait une alliance informelle très, très scellée, et Trudeau passait ses projets de loi qui étaient évidemment nécessairement à gauche dans son cas, en s'appuyant sur le NPD et à ses membres de sa députation qui gueulaient en disant « Nous sommes rendus beaucoup trop à gauche », Trudeau répondait « Ben oui, mais j'ai pas le choix, hein, je suis obligé de faire affaire avec le NPD, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? » Donc, dans ce cas-ci, je ne serais pas surpris du tout, moi, que d'un point de vue environnemental, je pense que Trudeau l'a entendu le message. Là. La question du pipeline, il en a aussi entendu parler. Je pense qu'il se fera pas reprendre et j'ai bon espoir, en fait, que ce gouvernement-là va essayer d'être drôlement vert à partir du 20 novembre. Et la manière de le faire, c'est peut-être en passant justement par le NPD qui, lui, présentait la plateforme électorale la plus écologique comme telle. Donc, si c'était ça, ben, ce sera une sacrée belle nouvelle. Et pour le reste, ben, le bloc sera la plante verte, c'est un mauvais jeu de mots. C'est le NPD qui va détenir ce pouvoir-là. Terminons sur le bloc en un mot. On va en parler davantage avec nos autres invités qui sont, dans certains cas, peut-être un peu plus proches du bloc. Je pense à Steve Fortin qui attend patiemment son tour. Est-ce que, Frédéric Bérard, est-ce que c'est le grand retour du bloc? Est-ce que c'est un succès circonstanciel duquel les bloquistes ne devraient pas trop partir en euphorie incontrôlée parce que, toutes les élections ne mettront pas en scène un parti conservateur relativement faible et c'était d'abord le premier, je pense que c'était le premier obstacle électoral du bloc. Là, au premier niveau, au premier degré, il fallait aller chercher des votes conservateurs avant d'élargir à Justin Trudeau ensuite. Est-ce que c'est une performance qui valait ce résultat-là en elle-même ou est-ce qu'il y a eu des circonstances sur lesquelles les bloquistes ne devraient pas trop compter pour la suite des choses, finalement?
précision. J'ai plusieurs amis que j'estime beaucoup, bloquistes, maintenant députés d'ailleurs, que je salue s'ils sont à l'écoute. Puis je m'acharne un peu sur le bloc, mais c'est parce que je trouve que cette campagne-là a été phénoménalement... en tout cas, bref. Drastiquement hypocrite, disons-le franchement. Vous alliez dire phénoménalement. On va vérifier si c'est dans le dictionnaire. Voilà, mais avec un nom comme Nick Payne, on ne penserait pas que c'est Nick Payne qui corrigerait Bérard de Mont-Laurier sur son français, mais apparemment c'est le cas. Et c'est la preuve d'une intégration absolument phénoménale, M. Payne. Oui, je suis phénoménalement intégré. On pourrait pas en faire plus. Mais pour répondre à votre question de manière plus sérieuse, si il n'y avait pas eu l'adoption de la loi 21 au printemps dernier, est-ce que le Bloc envoyait autant de députés à Ottawa? Alors, vous répondez, oui, c'est un concours de circonstances. À moins qu'on étire la question de la loi 21 jusqu'à la prochaine élection, ce qui est pas complètement impossible, mais que certains trouveront peut-être un peu fatigant. Frédéric Bérard, toujours un plaisir de jaser avec vous. Retournez dans votre canot. Je suis resté à l'idée, vous êtes dans le bois en train d'écrire un livre. J'imagine que ça achève, là? Moi aussi, j'aimerais ça, mais je suis sur un autre projet. Donc, le livre est maintenant sur la glace, mais bon, pas pour longtemps. Et d'ailleurs, vous en parlerez à Bill, qui a loué le chalet d'à côté, qui est le mien aussi, et qui a fait du canot, probablement. Enfin, il va pouvoir vous décrire les paysages beaucoup mieux que moi, si ça se trouve. Alors, ça sera le paradis. C'est le paradis. Bon, alors, ça sera dans l'édition Tourisme de Société. Dans une prochaine émission. Voyage! C'est un plaisir. Merci beaucoup, Frédéric Bérard. On vous salue et à une prochaine. Salut à tout le monde. À bientôt. Bye. À bientôt. William Corbatly, le Bloc. Est-ce que c'est seulement ça, une sorte d'alignement des astres, ou est-ce qu'il n'y a pas quand même aussi une performance digne de mention, au minimum, d'Yves-François Blanchet? Oui, c'est sûr et certain. Là, encore une fois, si c'était pas Yves-François Blanchet, le Bloc, selon moi, n'aurait pas gagné assez de sièges là. Alors, c'est sûr et certain que Yves-François Blanchet a bien joué ses cartes et il est une personne qui reflète la confiance. Il sait de quoi il parle. Il n'est pas populiste en soi. Alors, il est une personne raisonnable. Alors, moi, j'admire beaucoup Yves-François Blanchet. Mais je suis complètement d'accord avec Frédéric Bérard sur que si on n'avait pas la loi 21, là, il aurait peut-être... Je pense pas qu'il allait gagner assez de sièges parce qu'il a joué beaucoup sur la carte nationale et c'est ça là, avec François Legault qui l'appuyait pendant la campagne, lui a donné beaucoup d'énergie.